2025 est derrière nous, bonjour 2026. Il y a plein de films qui sont prévus de sortir cette année. Clairement, on va avoir du très très gros. Et au milieu de tout ça, j'ai voulu vous en proposer quelques-uns, même si je me doute que vous les attendez déjà peut-être un petit peu. Bonjour donc à toi chers spectateurs, et 2026 nous promet d'être une année très riche en termes de cinéma. On va avoir des retours de cinéastes qu'on n'attendait pas forcément, d'autres que l'on attendait beaucoup, des films qui ont l'air d'être de véritables petites pépites. Honnêtement, j'en ai déjà repéré quelques-uns qui sortent déjà en février, voire en mars, et qui ont l'air d'être super, voire même qui sont pour moi des assez grosses attentes. C'est pas forcément de cela dont j'ai envie de vous parler, puisqu'on va parler aujourd'hui de 5 films que j'attends beaucoup en 2026. Ces 5 films, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ou si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est des films dont je vais un petit peu vous remémorer la mémoire, parce que voilà, c'est des films qui sont assez conséquents, et pour la plupart, en fait, c'est des retours à la réalisation de réalisateurs que j'avais très envie de revoir, et qui me font plaisir de revenir au cinéma en 2026. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Il y a surtout du gros film, même s'il y a parfois des films qui sont un petit peu plus indépendants, même si, voilà, pour la majorité, je pense que vous voyez déjà de quel film je veux parler. Mais c'est pas grave, voici donc 5 films que j'attends beaucoup en 2026. Le premier film dont on va parler, il sort dans à peine 10 jours. Et c'est un film où au début, quand l'annonce du projet a été faite, on va pas se mentir, j'ai un peu cru que c'était une vanne. Pour la simple et bonne raison que Christophe Gans, qui revient à la réalisation de Silent Hill avec Retour à Silent Hill, j'ai beau trouver le projet super, au début j'ai vraiment cru que c'était un problème de fiche IMDb à Allociné, parce que je me suis dit, ouais, c'est bizarre, personne n'en parle en plus comme le retour de Christophe Gans à l'univers de Silent Hill, tout le monde en parle comme si c'était Christophe Gans qui allait réaliser à Silent Hill, et du coup, je me suis dit au début, ouais bon, il y a une erreur, c'est la page du Silent Hill de 2006 qui a mal été uploadée, enfin etc. Et non, Christophe Gans revient bien à la réalisation d'un Silent Hill en 2026, donc, attention le coup de vieux, quasi 20 ans après son premier passage derrière la caméra pour l'univers du jeu de chez Konami. Il ne faut pas m'en demander plus, moi j'ai tout de suite envie de voir le projet, et en plus les quelques premières images qui ont été dévoilées, j'étais un peu sceptique parce que je trouvais l'esthétique particulière, mais ça a tout de suite fait écho à un souvenir de jeu vidéo que j'adore, c'est-à-dire Silent Hill 2. Parce que Christophe Gans n'a pas résisté à l'envie de réellement, cette fois, convoquer Silent Hill 2. Parce que pour rappel, Silent Hill qu'il a fait en 2006, il s'était plus inspiré du premier jeu et du troisième en mêlant des éléments du deuxième. Mais là, il convoque réellement Silent Hill 2. Qu'à partir de là, moi, le projet me donne particulièrement envie. Les images, j'oscille entre « waouh, ça a l'air d'être sublime » et « ça rappelle des souvenirs de Silent Hill Révélation qui me font pas très envie », mais je me dis que c'est Christophe Gans. Christophe Gans, c'est quelqu'un qui, au sein du cinéma français, est une véritable anomalie, qui, au travers de Silent Hill, avait démontré qu'il était un plasticien purement et simplement exceptionnel, qu'il avait réussi à parfaitement retranscrire l'univers, même si derrière le scénar, on peut se poser des questions encore une fois. Mais vu que là, il est à la fois à l'écriture et à la mise en scène, je me dis que potentiellement il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que ce film soit réellement une belle surprise, que ce soit une belle replongée dans l'univers de Silent Hill. Et c'est pour ça que ce retour à Silent Hill par Christophe Gans, je l'attends beaucoup. Et j'espère vraiment que dans 10 jours, je ne vais pas être déçu, parce que sinon, ça pourrait être une grosse déception. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un retour à la réalisation de 2 auteurs que j'attends depuis beaucoup de temps, puisque je crois qu'ils n'ont pas réalisé de film depuis 10 ans. Ah, presque, hein. Ouais, quasiment, hein. Ouais, si, je crois qu'ils n'ont pas réalisé de film depuis 10 ans. Parce qu'ils ont été à la barre de plein de projets, qui potentiellement pouvaient être très cool, et à chaque fois, ils se sont fait mettre de côté. Parce qu'on n'aimait pas leur vision. Alors que pourtant, c'est des mecs qui ont participé à l'écriture d'un petit projet d'animation qui a cartonné dernièrement, qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse.
Je jette ça comme ça. Et au-delà de ça, à côté, c'est des producteurs exécutifs de génie qui ont poussé des auteurs ou des réalisateurs à proposer des idées de cinéma qui sont absolument exceptionnelles. Et donc, ils reviennent à la réalisation seulement, pas à l'écriture, de Projet Dernière Chance, ou en version originale, Project Hail Mary. Alors, je suis vraiment titillé par le projet parce que c'est Phil Lord et Chris Miller, et qu'à partir de là, j'ai vraiment envie de voir ce que ces deux auteurs vont me proposer. Je suis un petit peu plus sceptique quand je vois que ce ne sont pas eux qui sont à l'écriture et qu'on est sur le même auteur que Seul sur Mars. Ce qui n'est pas un défaut en soi. Seul sur Mars est un film que je trouve plutôt sympathique et devant lequel je me suis bien amusé. Mais je trouve toujours que ça fait partie de ces films qui sont un peu trop surcotés par rapport à la proposition que c'est, soit quelque chose de très classique. Et que heureusement qu'il y a Matt Damon et un petit peu d'écriture déjantée et bien allumée pour que ça tienne la route, parce que sinon... On va pas se mentir, la réal de Ridley Scott sur le film, elle est très classique. On dirait vraiment un mélange entre plein de trucs qu'il a fait avant. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça. Projet Dernière Chance, sur le papier, a l'air d'être vraiment drôle, fun, divertissant et en même temps juste dramatique comme il faut. Donc potentiellement, un très bon terreau pour revenir à la réalisation pour Phil Lord et Chris Miller, qui n'ont pas fait de film depuis un bon petit paquet de temps. Le dernier gros projet sur lequel ils étaient, c'était Solo a Star Wars Story. Et on sait ce que ça a donné, c'est-à-dire que visiblement ils avaient une idée complètement folle, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec leur productrice, et du coup au bout d'un moment, ils ont fait leur film en loose day, ils se sont fait gauler, hop, ils se sont fait virer du projet, ils ont été remplacés par Ron Howard qui a juste bouclé ce qu'il fallait du projet pour que ça ait de la gueule, voilà. On se débrouille avec ce que c'est, finalement c'était pas non plus une cata, mais on a ce sentiment que peut-être on est passé à côté d'un film qui pourrait réellement avoir eu plus d'impact que ce que le film a eu, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, Project Hail Mary, potentiellement, se pose comme un vrai petit moment d'expérimentation pour les deux cinéastes qui ont envie de reprouver un petit peu à Hollywood qu'au-delà d'être des bons auteurs, ce sont des bons réalisateurs. Donc j'espère qu'avec ce film, ça leur permettra de rebondir et de se relancer dans un projet. Mais en tout cas, le film a l'air d'être plutôt divertissant, plutôt enjoué. Il y a Ryan Gosling qui a l'air d'être au sommet de sa forme, donc à partir de là, voilà, tout est réuni selon moi pour donner lieu à un bon petit projet de cinéma qui donne particulièrement envie. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est clairement un des films que j'attends le plus cette année. Même si plus on avance, plus je sens le film hagiographique, parce que tout ce qui a été annoncé au niveau des déboires de tournage, au niveau des déboires de montage, la trop grande présence de la famille de l'artiste qui est au centre de ce projet dans la production et la conception du film. Mais le Michael d'Antoine Fuqua, je l'attends beaucoup. Parce que j'adore Michael Jackson. L'artiste, je le répète tout de suite pour mettre une bonne distance, l'être humain je le trouve horrible et détestable, mais l'artiste, il est légendaire. Je l'ai déjà dit cette semaine, mais l'artiste, il est exceptionnel et vraiment, je pense que ce film peut être très très cool. J'ai un peu peur sur certains aspects, je pense notamment que le film va être un poil trop mélodramatique et en même temps pas assez profond pour réussir à aborder ce que les gens attendent réellement d'un projet autour de Michael Jackson, c'est-à-dire aussi de montrer les travers d'un artiste. C'est ce qui est difficile lorsqu'on décide de faire un biopic. Le dernier biopic, entre guillemets, classique, qui m'a vraiment marqué dans sa manière d'aborder l'artiste et de surtout lui mettre une perspective par rapport à ce qu'il était, donc pas en faire un personnage sur un piédestal parfait, c'était Ray de Taylor Hackford qui lui pour le coup avait le mérite au moins de montrer Ray Charles comme quelqu'un de potentiellement détestable. Et finalement c'est rare les biopics qui dernièrement ont eu la bonne idée de prendre une certaine distance par rapport à l'artiste qu'ils voulaient mettre en scène et de du coup se dire il faut montrer l'artiste mais également l'homme. C'est important de montrer les deux pour qu'on l'aime, mais que potentiellement à un certain moment, on questionne l'être humain que c'était et qu'on se dise est-ce que son art suffit à rattraper la personnalité qu'il avait à côté? Et c'est tout le questionnement qu'il y a autour de ce projet. C'est-à-dire, est-ce qu'Antoine Fuqua va réussir à avoir assez dominé le projet pour lui donner l'ampleur qu'on en attend? Est-ce que John Logan aura réussi à écrire une dramaturgie qui soit à la hauteur de Michael Jackson, mais en même temps aussi juste un bon film de divertissement? Toutes ces questions se posent. Mais je fais quand même partie de ceux qui attendent beaucoup le Michael d'Antoine Fuqua et qui se disent que peut-être on va être sur une vraie pépite, on va être sur un pur moment de cinéma, peut-être un poil nostalgique comme Bohemian Rhapsody, mais que ça peut potentiellement vraiment fonctionner. J'attends de voir. Peut-être qu'on sera déçu, peut-être qu'on va adorer le film. On verra quand il sortira en avril.
Le quatrième film dont je vais vous parler, je l'attends parce que le réalisateur en question, en termes de cinéphilie, c'est mon papa. Voilà. Je pense que c'est le papa de toute une génération en plus, mais clairement, en plus, il revient au cinéma de science-fiction, d'invasion extraterrestre potentiellement, même s'il est très énigmatique quant à ce qu'il veut réellement raconter. Mais Disclosure Day de Steven Spielberg, la bande-annonce m'a eu, mais genre quand je dis m'a eu, c'est pas juste « Oh, regarde, ça a l'air d'être cool ». Elle m'a pris comme ça, elle m'a dit « Tu as vu le film, comment il a l'air bien ?» C'est comme toujours avec Steven Spielberg, il a une maîtrise, il a une logique de concevoir ses films, de faire des images qui sont marquantes et impactantes. Et vu que depuis pas mal d'années maintenant, il fait des films qui sont basés réellement sur des idées à lui, ça donne lieu à des moments de cinéma qui, je trouve, sont encore plus intéressants à suivre que ce n'était déjà le cas avant dans la carrière de Steven Spielberg. C'est-à-dire Steven Spielberg, c'est un cinéaste qui a toujours mis beaucoup de lui dans ses films, mais qui confiait l'écriture à des gens un petit peu extérieurs, ou si ce n'est extérieur, à des proches. Tony Kushner dernièrement, mais après il a proposé à pas mal d'amis ou alors carrément de scénaristes et de réalisateurs qui sont passés par tous les stades. Je pense à Steven Moffat, je pense à Edgar Wright, je pense à Steven Zayan, je pense à David Coeb, enfin c'est toujours des gars qui ont tourné autour de Steven Spielberg et qui ont été capables de porter cette base de travail qu'il a en tête pour faire des scripts qui épousent parfaitement son style. Et depuis maintenant quelques années, Spielberg, il veut faire des films autour d'idées qu'il a lui, que ce soit The Fabelmans ou que ça soit Disclosure Day qui est basé sur une idée qui vient de lui, c'est des films qui sont de plus en plus intimes et qui prouvent que Steven Spielberg est un réalisateur qui, en vieillissant, a envie de se dévoiler encore plus qu'il ne le faisait déjà. C'est tout ça qui fait que Disclosure Day, avec cette bande-annonce qui en plus est parfaitement montée, montre juste ce qu'il faut pour faire en sorte que le spectateur soit intrigué, mais ne sache quasiment rien de l'intrigue. On voit tellement d'images, on voit tellement de possibilités. Il y a ce casting qui est un mélange de culture qui, moi, me fait kiffer. Franchement, j'ai vu le casting, j'ai fait « Ok, vas-y, je veux voir. » Il y a Josh O'Connor, il y a Emily Blunt, il y a Colin Firth, enfin, il y a tout. Vas-y, il y a Colman Domingo. C'est bon, allez, vas-y, tu m'as vendu le projet, je veux le voir. Mais en tout cas, voilà, Disclosure Day, ça a l'air d'être une tuerie, ça a l'air d'être un immense film, ça a l'air d'être ouf. Franchement, c'est peut-être le film que j'attends le plus, même s'il y en a un dernier dans cette liste. Mais honnêtement, ouais, Disclosure Day, j'attends vraiment ce film. Je pense que ça va être potentiellement l'un des meilleurs divertissements de l'année. J'ai qu'une hâte, c'est me ruer en salle et le voir. Et le dernier film dont je vais vous parler, que j'attends beaucoup en 2026, il y en a pas mal, mais je me suis arrêté à peu près à la mi-année parce que les autres films, on n'a soit pas du tout d'image, soit on ne sait pas encore tout à fait si ces films-là vont sortir. On verra peut-être en juin, je préparerai une vidéo sur les quelques films qui vont sortir en toute fin d'année. Mais l'Odyssée de Christopher Nolan. Alors à la base, j'étais plutôt bien hypé par le film, je trouvais la bande-annonce assez efficace et je vais bientôt me mettre à lire l'Odyssée d'Homère d'ailleurs, histoire de me plonger un petit peu dans l'univers de Homer pour être prêt pour le film de Christopher Nolan. Mais à la base, j'avais vu la bande-annonce, je trouvais ça bien. Et il s'est passé le jour où je me suis dit « Oh tiens, et si j'allais voir Avatar de feu et de cendre en IMAX ?» Et je me suis pointé dans la salle et je suis arrivé et j'ai vu la grosse tête de Matt Damon sur l'écran. Et je me suis dit « Non !» Et en fait, il y avait le prologue. Et le prologue m'a eu. Parce que Christopher Nolan, on ne va pas se mentir, c'est un cinéaste qui, je pense, est un génie pour réussir à concevoir des intros de films qui te plongent tout de suite dans l'ambiance. Moi, j'ai encore une fois ce fait accompli que le prologue de Tenet est exceptionnel. Le film, voilà, partie de ceux qui aiment pas beaucoup Tenet et qui trouvent que c'est un film qui se prend la tête pour finalement nous raconter pas grand-chose. Mais le prologue de Tenet, c'est du génie. Et bah sur le papier, le prologue de l'Odyssée, c'est du génie aussi. Puisqu'on est sur la partie où il y a le cheval de Troie, l'entrée dans Troie, et tout ce qui va avec. Voilà. C'est à partir de là, j'étais hypé, et même si le projet de base me titillait, mais sans plus, là, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Je pense réellement que ça peut être un pur et intense moment de cinéma qui va vraiment nous embarquer dans un univers qui va être riche, qui va être très différent, je pense. On va être, à mon avis, dans un truc hybride où il s'est dit... C'est pas mal ce que j'ai fait avec Oppenheimer, on dirait un peu du cinéma grand public, mais en même temps on parle de thématiques un peu plus personnelles ou un petit peu plus complexes. Et je pense qu'il a eu cette envie de faire ça et de le mixer avec une œuvre qui va plus être de l'ordre de l'aventure et qui va un peu ressembler à Dunkerque. Et du coup, potentiellement on a un film de 4 heures qui nous attend.
Je pense qu'on va morfler. J'ai pas hâte avec l'équipe dans mon cinéma de s'occuper du 35 mm qui à mon avis va peser 1 tonne vu la gueule potentielle du film. Mais l'Odyssée de Christopher Nolan a l'air clairement d'être un des très gros films de cette année. Et on va pas se mentir, je pense que ça va nous ramener pas mal de monde dans les salles de cinéma cet été. Et ceux qui s'étaient plaints que 2025, et il n'y avait pas eu beaucoup de monde dans les salles, 2026, on va s'en prendre plein la gueule. Voilà. J'ai pas forcément tout de suite hâte d'y être, même si j'attends quand même beaucoup l'Odyssée de Christopher Nolan. Voilà donc 5 films que j'attends beaucoup en 2026. Je sais, il y en a 1000 autres. Et quand je dis 1000 autres, c'est-à-dire que même moi, quand j'ai fait cette liste, j'étais en train de me dire « Oh, j'aimerais bien parler de celui-là. Oh, j'aimerais bien parler de celui-là. » J'attends pas plus que ça le Spider-Man, parce que je m'en fous un peu. Le Dune, je l'attends, mais c'est pas non plus un des gros événements. Le Avengers, je suis persuadé que c'est de l'esbrouf et qu'on va se taper potentiellement un film de super-héros un peu triste qui va être un aveu d'échec de la part de Marvel, de Kevin Feige et des frères Russo qui honnêtement reviennent pour pas grand-chose, mais bon, ça c'est mon point de vue. Mais voilà, il y a énormément de films qui vont sortir dans ce début d'année qui ont l'air d'être géniaux, encore plus dans la suite de l'année. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et on aura l'occasion d'en discuter. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler de films et de cinéma. Et on se retrouve ici pour parler de films, bien évidemment. A plus! Ah non mais ouais, mais quand je regarde, il y a tellement de films. J'aurais pu parler de Gourou qui sort mercredi, mais c'est trop tôt. J'aurais pu parler de... Je sais pas, il y a The Ugly de Sang Yeon qui sort à la fin du mois, qui a l'air d'être trop bien. Enfin voilà. Il y a vraiment trop de films qui sortent en 2026. Mais c'est un bonheur, on va pas se plaindre non plus.